Aéroport de Toulouse, lundi matin. Eric est pilote d'essai. Il teste un nouvel avion de ligne, tout juste sorti d'usine. Ah voilà, c'est un bureau absolument magnifique, il y a une vue superbe. Bon, des fois il fait pas très beau hein, quand même. Mais là aujourd'hui c'est magnifique. Une super vue et pas de téléphone. Et alors là, ça c'est le paradis. Pour vérifier le bon équilibre de l'avion, il lance une première manœuvre qui n'est pas sans risque. On va faire la coupure du moteur et on va réduire la vitesse progressivement jusqu'à aller tester, identifier la limite de la perte de contrôle. Tout avion de transport de passagers peut faire face à toute panne simple. C'est pareil pour les moteurs. Un moteur peut tomber en panne à n'importe quel moment du vol. Le moment le plus critique, c'est le décollage. Tout ça, c'est prévu. On peut faire face à la panne d'un moteur. L'autre suffit pour faire voler l'avion. Voilà, on a le klaxon. L'avion est équilibré. Le test est réussi. La ligne rose, regarde. La devant, francaise à la gauche. La ville rose. De la Garonne, au quai de la Dorade, en passant par le donjon du Capitole. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous sommes allés à la découverte de Toulouse. Terre de rugby et capitale de l'aéronautique, elle est aussi réputée pour son art de vivre. Nous avons rencontré 5 Toulousains inspirés par la cité occitane. Hélène est productrice de violettes. Elle a remis cette petite fleur, symbole de la ville, au goût du jour. Voilà mes petites, ça sent bon. Ça a une odeur réglissée, c'est superbe. À la fin de la semaine, elle a un rendez-vous décisif avec un Japonais pour peut-être exporter ses produits à l'autre bout du monde. Pour Eric, le pilote d'essai, cette semaine est aussi importante. Avec quelques amis, ils se sont lancés un défi surprenant, la construction d'un avion en kit. Les obstacles, ils sont nombreux et puis c'est ça qui fait un petit peu le sel de tout ça. Ouais. Ils travaillent sur ce projet depuis plus d'1 an et espèrent bien faire leur premier vol ce week-end. Il y a aussi Stéphane, l'un des 2 chefs étoilés de la ville. Son cheval de bataille, les produits locaux. Allez, 2 salades et c'est bon. Ça sent. Si vous pouvez entendre le bruit, comme elle craque. Quand ça craque, ça veut dire que c'est ferme, ça a eu le temps de pousser. C'est pas que de l'eau et des produits. Depuis 2 mois, le chef élabore un dessert emblématique de Toulouse. Son objectif, le mettre à la carte dans quelques jours. Claire, elle, est sous-brigadier. On a ébloui. Depuis 8 ans, elle veille à la sécurité des 450 000 habitants de la ville. Ils ont essayé de nous écarter. Après, avec nous, ils n'ont pas été violents, les gars. Ouais. Ils ont quand même essayé de nous écarter. Ils ont essayé de nous écarter tard. Et enfin, François Marc, médecin urgentiste. Plusieurs nuits par semaine, il porte secours aux Toulousains. Excusez-moi, c'est de balancer la nuit. Hein. Ah, mais non, mais je suis là pour ça, moi. Vous savez, nous, on travaille 24 heures sur 24. Ah oui? Oui. Enfin, moi, je fais pas 24 heures sur 24 quand même, mais on est plusieurs à se relayer. Pendant 1 semaine, ces habitants nous ont fait découvrir les coulisses de la ville rose. Au sud de Toulouse, à l'aérodrome de Muret, après son vol d'essai, Eric le pilote passe à un modèle réduit. Y a quelqu'un? Salut G, comment ça va? Bien, ça? Ouais. Il est beau. C'est ce qu'on avait laissé. Eric et quelques amis se sont lancés dans une aventure un peu folle. La construction de leur propre avion, un avion en kit. J'ai les connecteurs là à changer. Ça c'est bon, ça sera serré. Allez. Aujourd'hui, ils doivent monter les ailes qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Voilà, tu le mets là. Voilà. Ok. Alors, on va y arriver. Alors. Okay. Le premier est mis.
C'est bon pour moi. Ok. Tu es prêt? Ok. Allez, c'est à moi devant. Donc là, on va lever un petit peu pour dégager. C'est moi le premier, vous faites gaffe. Allez, quand tu... Tout a commencé il y a 1 an et demi. Allez. Lorsque l'équipe reçoit des États-Unis une caisse avec un mécano de plus de 8000 pièces à assembler. On va le maintenir. Ils ont failli la décharger dans le jardin d'Éric. Donc sa chère épouse n'était pas très contente. Voilà. Et heureusement, quand elle a vu ça, elle a tout de suite appelé son mari qui a fait livrer au bon endroit. Mais un peu plus, Éric se retrouvait avec un bel avion au milieu de sa pelouse. Donc c'était dans le jardin, donc c'était pas tout à fait ce qui était prévu. On va venir, c'est ça. Cet avion est une réplique d'un Piper Cub des années 50. Seuls, les matériaux ont changé. Comme ça, voilà. On va faire voler au banc. Les premières générations étaient en lin. C'était une toile, c'était du lin ou du chanvre, on a vu ce que c'était. Et c'était de la toile. Encore un peu. Ok, on peut descendre. Là, il commence à ressembler à un avion, là, ouais. On commence à avoir envie de monter dedans, là. Voilà, faire attention aux joints. Quand il décollera ses roues, là, on aura des frissons, je pense qu'on va avoir les poils qui s'hérissent. Celui-là, il compte, là, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. C'est le nôtre, on se l'est fait, on se l'est mérité. C'est l'avion plaisir, celui-là. L'équipe a déboursé 100 000 € pour cet avion. C'est 2 fois moins cher que de l'acheter monté. Ils espèrent le faire voler en fin de semaine, si la partie mécanique fonctionne. Pendant ce temps, dans le centre de Toulouse, un lieu emblématique de la ville, le canal du Midi. La péniche sur laquelle nous sommes tous embarqués avant de transporter des passagers, eh bien, elle transportait des marchandises. Une voie fluviale qui relie Toulouse à la Méditerranée. Dans ces cales, entre 150 et 180 tonnes. C'est ici qu'est amarrée la péniche d'Hélène, plus connue sous le nom de Madame Violette. Et sa boutique est à son image, Violette. Bonjour. Vous êtes de quelle région? Ah, très bien, impeccable. Alors, vous savez, on a une tradition à bord. Ah oui, alors ça j'adore. Vous connaissez? C'est la violette cristallisée. Oui. Et ben voilà, bonne dégustation. Voilà, donc c'est la première fois que vous venez à bord? J'ai créé ce lieu il y a une quinzaine d'années. Voilà, pour partager ma passion sur la violette et présenter le savoir-faire des Toulousains, des maraîchers et puis des artisans qui créent ces gammes. Venez, je vais vous la faire découvrir. Ça, c'est ça que j'adore. J'ai des souvenirs d'enfance de ça. Ben oui. Ouais. Je vais en prendre ça, c'est sûr. J'adore ça. Alors, pour la cuisine, nous avons moutarde à la violette pour accompagner des grillades de viande blanche. Et notamment la saucisse de Toulouse. Sinon, il va pas me croire. Mais si, c'est bien. Merci. Moi, j'ai terminé mon banquier. Bah oui, c'est une star. C'est une star locale. Bah oui, non, mais il y a plein de gens qui viennent la voir. Elle est assez emblématique et puis c'est quand même grâce. Elle a même un amoureux qui vient tous les samedis. Des jolies violettes. Hélène travaille avec ses 2 filles, Mélanie et Mathilde la cadette, qui vient de rejoindre l'entreprise. Moderniser sans tout bousculer et garder l'âme qu'elle y a mis pendant plus de 20 ans et encore pendant de nombreuses années. Elle n'est pas partie, elle partira pas de sitôt. Je ne me vois pas vivre ailleurs qu'à Toulouse. Regardez ce canal. Vous regardez l'eau, vous oubliez tout. C'est super paisible, quoi. C'est formidable. Toulouse, une culture et un patrimoine riche qu'Hélène veut sauvegarder. Elle est l'une des dernières productrices de violettes en France. Et c'est à son domicile qu'elle cultive ses petits trésors dans ce qu'elle appelle sa nurserie. Le fait de venir dans la serre, de m'occuper des fleurs, pour moi, c'est un échappatoire. Ça, voilà, j'ai tout le stress qui s'en va. Je suis heureuse, je m'évade et j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin d'être avec mes violettes. Depuis 22 ans, Hélène voue sa vie à la petite fleur
et renoue avec une tradition ancestrale. On va bien l'arroser. On doit manuellement bouturer à partir d'un pied mère de violette qui a déjà fleuri une année, car la violette de Toulouse ne produit pas de graines. Voilà. C'est une des variétés à n'avoir jamais fait de graines. C'est joli, hein? Puis les feuilles sont en forme de cœur, j'adore. Alors qu'ils étaient 600 producteurs dans les années 50, aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 à Toulouse. J'ai découvert un patrimoine en déperdition. Je me dis, mais c'est pas possible, on peut pas laisser ce patrimoine s'éteindre. Donc, coûte que coûte, j'ai voulu le réveiller. Et sa petite entreprise ne cesse de prospérer. Bonjour. Salut, ça va? Tu fais quoi? Les coffrets pour le client. À l'atelier, sa fille Mélanie enchaîne les commandes. Envoie. Moi, je filme le linge. Hop. Allez. La violette, c'est très tendance. Vous savez, moi, quand j'ai démarré, le violet, ça avait une connotation vieillotte de demi-deuil. C'était pas du tout tendance, c'était tristounette. Enfin, on me disait que c'était tristounette, mais pour moi, c'était la plus belle des couleurs. Et ça me faisait râler. Et aujourd'hui, de voir que même les jeunes aiment le violet, c'est fabuleux, quoi. Chaque jour, une 50aine de colis est envoyée dans toute l'Europe. Hier, on a expédié sur l'Allemagne. Là, c'est une épicerie fine à Londres. Voilà, qui nous achète des violettes depuis une quinzaine d'années. Voilà. Elle a le numéro pour l'appeler ? À la fin de la semaine, Hélène a rendez-vous avec un exportateur japonais. Une aubaine qui pourrait bien lui ouvrir les portes de l'Asie. La nuit est tombée sur la ville. Au commissariat, Claire, 36 ans, prend son service. À peine le temps de prendre son matériel qu'elle est appelée pour une urgence. Ce soir, elle fait équipe avec Guillaume et Maxime. C'est chaud. Il est 5 heures et on va sur, a priori, un incendie en centre-ville. On n'en sait pas plus pour l'instant. À Police Secours depuis 8 ans, Claire connaît les rues de Toulouse par cœur. Celle d'après, t'as que des contrôlés là. Et ouais, c'est ça, ouais. Les pompiers sont déjà sur les lieux. Une épaisse fumée s'échappe des parkings. A priori, ça sera un véhicule en sous-sol. A priori, d'après les premières infos. Claire et son équipe doivent s'assurer que tous les habitants de l'immeuble sont sortis. Toutes les habitations sont collées, donc il y a un risque de propagation, autant des fumées que de l'incendie. Bon là, apparemment, c'est surtout de la fumée. Le risque, c'est qu'ils aient été incommodés par les fumées, qu'ils soient intoxiqués. Les fumées font que monter dans les aérations, donc du coup, ça va dans les appartements. Et en fait, avec le dioxyde de carbone, mais les gens, s'ils dorment, voilà, ça les tue dans leur sommeil ou ils ne se réveillent pas. Enfin, bon. Quand je me suis retrouvé dehors, il y avait de la fumée partout, tout le monde courait, et voilà, on s'est retrouvé là. Mais quelques habitants manquent à l'appel. Les pompiers n'arrivent pas à avoir certains résidents. Donc là, la fumée monte. Ils veulent savoir si on peut avoir un serrurier assez vite ou s'ils doivent procéder au cassage des portes. Cassage des portes? Tu dis ça? Tu parles bien français, ouais. Ouais, de temps 31, les pompiers cassent les portes. Les serruriers, le temps d'intervenir, c'est trop long. Hein. Ouais, bon, ça marche, merci. On va garder les portes en attendant qu'un serrurier vienne fermer pour ne pas laisser tout ouvert. C'est le côté un peu moins... Mais bon, ça fait partie du boulot, il faut qu'on garde les portes. On ne peut pas laisser les appartements ouverts. Claire organise aussi le transfert des résidents dans un lieu chauffé. Si vous voulez, j'ai 2 places pour aller à la piscine. Ils ont ouvert le local. On fait les transferts. Ouais? Allez. Et monsieur devant. Hein? J'en ai 4, c'est bon, moi. Ouais.
Dans le parking, le feu est éteint. Il ne reste qu'une carcasse carbonisée de la voiture. Au petit matin, les habitants de l'immeuble réintègrent leur domicile. La mission de Claire et de ses collègues est terminée. Retour au commissariat. Il est 9h. Très vite, Claire est appelée sur une seconde intervention. Un accident de la route près d'un lycée. Mais quand ils arrivent sur les lieux, l'affaire est bien différente. Bonjour. Je t'explique l'histoire. Accident de circulation hier. Elle s'est fait renverser hier. Hier? Ouais. Et donc aujourd'hui, il n'y a rien eu? Rien eu. C'est quoi ce truc? C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Ah ouais, non, là, bon, mais une grande première. Bonjour. En effet, Claire va être surprise. Mademoiselle, bonjour. Dans le camion, Claire découvre une jeune fille au visage tuméfié. Et lors de l'accident, vous êtes tombé, comment ça s'est passé? Vous avez tapé la tête? Et le véhicule qui vous a renversé hier, il s'est arrêté? Comment ça s'est passé? Il s'est arrêté, il m'a proposé de me ramener. D'accord. Tu vis seule ou tu vis chez tes parents? Hein? Chez tes parents? Et tu leur as dit hier soir ce qui s'était passé quand t'es rentrée? Ouais. Très vite, la policière a des doutes. C'est bien un accident qui t'est arrivé? Sûr, hein? Parce que je te demande ça, je te demande pas si c'est des violences ou quoi que ce soit, d'accord? Par rapport aux blessures, ça correspond pas à un accident. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je crois que... Comme ça, Tu t'es pris un coup de poing, tu t'es pris quoi? Un coup de poing? À quel niveau? Au niveau de l'œil? Et la lèvre aussi? Bon, d'accord. C'est quelqu'un de ta famille ou un ami? Ta famille? Ça fait longtemps que ça dure? C'est la deuxième fois. La deuxième fois? D'accord. Malheureusement, quand ça commence, ça s'empire après. Je pense que c'est pas ce que tu souhaites. Hein. Parce que c'est pas vivable de vivre dans ces conditions. Bon, eh bien. En creusant un petit peu, elle nous a avoué qu'en fait, elle avait été victime de violences. Mais bon, elle veut pas dire qui, ni déposer plainte. Elle a peur et donc elle veut pas. Donc je l'ai aiguillée sur des assistantes sociales et des psychologues. Bon. Je suis en train de me tâter si on va pas voir la brigade des familles pour le signaler quand même. Je pense. Le signaler, mais on va bien lui préciser qu'elle veut pas. De toute façon, elle est majeure, hein, donc ils vont pas prévenir les parents. Ouais. Les violences familiales, 10% des interventions de Claire. Le lendemain, dans la banlieue de Toulouse, Claire profite de sa journée de repos pour déjeuner en famille. Tout juste divorcée et sans enfant, la jeune femme vit chez ses parents. Fille de policier, Claire a toujours rêvé de porter l'uniforme. Quelque chose qu'elle a toujours voulu faire, d'assez petite. En quel âge tu avais 10 ans, 11 ans, enfin voilà, c'est quand même contente et fière qu'elle ait pu faire ce qu'elle voulait faire, quoi, en fait. Comme je connaissais le métier, je savais qu'à peu près, ça lui conviendrait, quoi. Qu'elle pourrait faire ça, quoi. Parce qu'elle est courageuse, mais pas téméraire. C'est ce qu'il faut être. Prendre la mesure des interventions, parce qu'on ne sait jamais comment ça va tourner, en fait. Sa mère connaît les risques du métier et elle s'inquiète aussi pour sa fille. Au moment de la fermiera, la Claire me disait, bon maman, voilà, on est de faction, on est devant les synagogues. Et là, bon, elle m'appelait. Elle m'appelait parce qu'elle savait que j'étais vraiment très inquiète. Quand il y a quelque chose d'un peu particulier, enfin d'un peu exceptionnel surtout, je sais que ça va être médiatisé, je sais qu'elle va le voir. Donc là, je l'appelle, je lui dis, j'y suis pas ou je vais bien. Après, les interventions classiques, non, j'appelle pas à longueur de journée. Mais quand je sais que ça va être médiatisé, oui. Celui-là, il est super bon. Alors que Claire savoure le calme de la campagne, près de la place du Capitole,
Dans le restaurant du chef étoilé Stéphane Tournier, les petites mains s'activent. Et venez voir, là, on a d'autres beaux légumes là, qui arrivent. Ça, c'est pour toi. Hein? Ça, on le donne à Mathieu. Nous sommes mercredi et les arrivages se succèdent. Pour Stéphane, c'est toujours la même excitation. Et on voit que c'est frais, c'est-à-dire ça a été cueilli hier. Il y a encore la rosée du matin. C'est pas le camion frigo. Ça a été cueilli hier pour nous et livré ce matin. Mon grand-père avait un potager qui était aussi grand que la place du Capitole. Donc j'ai toujours mangé depuis tout petit des légumes. Ma mère faisait des gratins de céleri ou de fenouil. Alors quand on est gamin, ça c'est pas top du tout, quoi. Et puis à force de goûter des petits bouts, ben, j'ai aimé. Donc le céleri branche en gratin, j'aime ça. Et regardez ça. Le chef vient d'inscrire le cochon noir de Bigorre à sa carte. Aujourd'hui, il voit son producteur du Gers pour passer commande. C'est trompé. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors ils sont où ces cochons? On y va, ben on va voir. Elle est pas belle la bête là? On va faire les petits. Là tu vois le museau quand même, celui-là il respire pour aller chercher châtaigne et les glands. Ah oui. Ouais. Parce que là il y a de quoi, hein. Puis il y a une belle bête. Hein. Là ils font combien à peu près? Celle-là elle pèse 240 kilos. Stéphane aime savoir comment les produits qu'il cuisine sont élevés. Là, le cochon, regardez, il est bien, il est dans la nature, il est heureux. Ils leur donnent ce qu'il faut, ils le mettent dans des conditions exceptionnelles. Ils sont patients, ils attendent. 6 mois après, je cuis trop ma viande, je la rate, mais je suis un souillon, quoi. Donc à moi, à chacun, de faire bien son travail. À l'éleveur, nous, dans la cuisine, à bien le cuire, à bien la sauce, l'accompagnement qui va avec, et le client, il se rigole, et tout le monde est heureux. Et tu l'imagines, là, dans la poêle, avec quelques truffes, 2 ou 3 haricots tarbés, un peu de truffe dessus et une bonne côte de cochon. Là, tu mets la broche et... Même sans broche. Tu arroses. Là, tu me fais griller une côte. Ça, c'est du cochon noir de Bigorre. Attends, montre le papier. Le chef étoilé a déjà plusieurs recettes en tête. Et ça, c'est un cochon qui est pas mort pour rien, au moins. De retour au fourneau, il attaque sa longe de porc. Mais c'est là le vrai travail, le plaisir il est là, c'est pouvoir défaire la bête, la préparer. Les os ça va servir à un jus, ça on va faire des côtes, là on va faire des petits tournes d'eau. 11 h, en salle, les tables sont dressées. Ça va, vous êtes réveillés? Allez. Bon. 2 petites choses aujourd'hui. On a remis en suggestion le cochon noir de Bigorre, donc on va faire des côtes. Et au lieu de le servir de façon un peu plus classique et traditionnelle avec les produits de région, bon, la truffe n'est pas encore là. Donc on va partir sur une recette un peu plus exotique. On va reprendre on va mettre la purée de carottes, mangue, gingembre, ce que vous connaissez. Et on va faire un jus de cochon totalement simple, légèrement un peu poivré avec le poivre doux pour relever tout ça. Légèrement, puisqu'on a quand même le gingembre, la purée et quelques jeunes petites carottes que l'on a autour. Avec son cochon noir de Bigorre, Stéphane revisite le patrimoine culinaire régional. Je finis avec le persil. Il y a du monde là? Allez, on y va à la 7, s'il vous plaît. J'aime les épices parce que j'ai travaillé en Asie, parce que ma femme est du Moyen-Orient. Donc forcément, les épices, j'adore ça, ces odeurs, ces goûts. La cuisine, c'est tout un tas de choses, en fait. C'est une vie, c'est des histoires qu'on raconte et qu'on donne aux clients. On essaye de lui transcrire une partie de soi. Ils ont une de plus. Mais le grand défi de Stéphane a commencé il y a 2 mois. Refaire sa carte et créer un dessert emblématique de Toulouse. Parce qu'en fait, je voulais que le dessert n'y ait pas... Dans 3 jours, il doit faire ses derniers essais. Mais ce soir, comme de nombreux Toulousains, le chef cesse toute activité. C'est jour de match. Moi, je comprends pas. Dans les tribunes, Stéphane retrouve Eric, le pilote. Tous deux sont accompagnés de leur fils. C'est comme la cuisine de rugby, ça se partage. Sur la pelouse, le Stade Toulousain affronte La Rochelle. Dans le sud-ouest, tout le monde a touché un ballon de rugby dans sa vie. Pas forcément pour jouer en club, mais pour s'amuser dans une cour, sur un terrain avec des copains. Oui! L'ambiance est festive.
Mais on ne plaisante pas avec le score. C'est dommage de faire des ballons comme ça, quoi. Il n'y a rien là. C'est une chèvre l'arbitre. C'est deux trucs qui nous fait, il n'y a rien. Quoi. Et je suis pas chauvin. C'est vrai, non? C'est vrai. Non, non, non. On passe au poteau. On passe au poteau. L'honneur est sauf. Toulouse remporte le match 39-22. Le rugby, ça serait de l'émotion. C'est dommage qu'ils aient faibli un petit peu, là, on aurait pu ramener un point de plus, mais bon, un beau match. Alors que la troisième mi-temps se fête dans les bars, le standard de SOS Médecins croule sous les appels. SOS Médecins, bonsoir. Oui. Vous êtes sur Toulouse même, madame? D'accord. Ben écoutez, c'est noté, un médecin va passer. Je vous remercie. Chaque nuit, Audrey reçoit en moyenne 70 demandes d'intervention. Ce soir, c'est François Marc qui est de garde. Il est à SOS Médecins depuis 15 ans. Bon, il y a eu un peu de boulot, hein? Eh bien oui, un petit peu. Et ça continue? Ça continue, oui. Vous avez quelque chose pour moi? Là, oui. François Marc se rend chez un homme souffrant d'une sciatique. Il y a des vraies sciatiques qui peuvent être paralysantes ou avec des déficits moteurs. Et là, c'est une véritable urgence parce que si tu laisses le truc trop longtemps, tu peux garder des séquelles définitives. SOS Médecins, bonsoir. Merci. J'ai eu la maladie début juillet. D'accord. Malgré les douleurs, l'homme a remis au lendemain ses examens médicaux. Ce soir, il ne peut plus bouger. D'accord. Est-ce que vous sentez là quand je passe la main ici là? Non, ça fait bizarre. C'est moins, comme du coton. Voilà. Ouais. Vous pouvez pousser sur mes mains? Allez-y, poussez fort. Et ça, cette sensation-là, vous l'avez depuis quand? 15 jours, je commence à avoir des fourmis. 15 jours? On m'a dit qu'une sciatique, ça dure à peu près 3 mois, donc je me suis pas affolé, quoi. Ça fait 3 mois. Moi, je vais m'affoler plus que vous. Vous allez à l'hôpital ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez une irritation sur tout le nerf sciatique et vous avez une atteinte neurologique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez... Alors, ça peut être une perte de sensibilité, ça peut être une sensation de coton, ça peut être des décharges électriques. Voilà. Sauf que ce problème-là, si vous voulez, ça veut dire que votre nerf, il est comprimé. D'accord. C'est le principe de la sciatique. Hein. Il est comprimé, mais il est comprimé et il souffre. D'accord? Donc, au bout d'un moment, quand il souffre trop, on peut garder des séquelles, si vous voulez. Alors, on va peut-être pas vous opérer. Hein, c'est peut-être... Mais pour ça, il va falloir faire des examens complémentaires en urgence. D'accord, très rapidement, pour voir quelle est la nature de la souffrance. Et oui, le problème, c'est que ça aurait dû être fait avant. Bon. Donc, comme on n'arrivera à rien de bien à la maison ce soir, je vais vous faire hospitaliser. Oui. Bon, voilà, donc c'est exactement le cas de figure de trucs qui traînent, qui n'ont pas été bien pris en charge. Le médecin appelle une ambulance pour transporter au plus vite le patient. Bon courage. Merci, bonne nuit, bon courage. Ils vont arriver, hein? D'accord? Il faut arrêter de se soigner à la petite semaine là, et de repousser sans cesse le bilan complémentaire. Donc oui, ça fait aussi partie de notre job d'être ferme avec les gens en leur disant bah non, là on joue plus, là il faut faire des examens maintenant. Et le métier, c'est aussi apaiser les angoisses de la nuit comme un ange gardien. François Marc se rend au chevet d'une jeune fille qui se plaint de douleurs au ventre. Ici? Oui. Aussi. À l'estomac? Ici à la vésicule? Non. Non. Ici? Oui. Très mal là? Et là? Le médecin soupçonne une grossesse extra-utérine. Ouais, vous avez 38,2 quand même, hein? Et ça va bien se passer, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pleurez? Hein? J'ai fait une... Une quoi? J'ai dû arrêter une grossesse, moi, tout est ça. On parle pas de ça, d'accord? Pour le moment, c'est pas... Il y a aucun stress avec ça. Ça peut être aussi une infection des trompes, une salpingite, un truc. La situation est délicate. D'accord. François Marc envoie la jeune femme à l'hôpital pour une échographie. Encore un? Merci. Bon, merci. Bonne fin de nuit.
Les soins, ça ne se limite pas à faire des pansements ou injecter des produits. C'est aussi écouter les gens, écouter leurs problèmes, leur apporter aussi un éclairage et puis un peu de réconfort. Alors que le jour se lève sur la ville, le médecin termine sa garde. Au cœur du quartier historique, François Marc a découvert un petit coin de paradis sur les toits. Je connais un peu Toulouse maintenant, j'en connais les moindres recoins. On fait beaucoup de visites dans des petites rues, dans des endroits un petit peu cachés, quoi, voilà. Alors ça, c'est quand même assez symbolique de Toulouse, qui est une ville avec une multitude de clochers, avec son symbole qui est la cathédrale, l'église Saint-Cernin, donc clocher absolument magnifique. Donc c'est vraiment le témoignage de cette époque très riche. Et chaque grand propriétaire toulousain, qu'on appelait les capitouls, en fait, rivalisait d'audace en se faisant construire des petits clochetons au-dessus de son hôtel particulier. Moi, j'y suis très sensible parce qu'on a l'opportunité dans notre métier de justement pouvoir rentrer au cœur de ces immeubles anciens et de voir des choses absolument magnifiques. Magnifique, comme un conte de fées. Il était une fois, au royaume des douceurs, la boutique du pâtissier doublement étoilé Yannick Delpech. Bonjour. Tous les jeudis, Yannick a rendez-vous avec son fournisseur en arômes naturels. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on te voit de loin à chaque fois. Hélène va en profiter pour déguster sa dernière création, à la violette évidemment. Alors, quelles sont les dernières merveilles? Là, j'ai préparé. Ça, c'est des billes coulantes. Des billes coulantes. À la violette. C'est une enveloppe de gélatine naturelle à base d'algues. Oui. Et à l'intérieur, c'est du coulis. Ça, c'est ton sirop. Voilà. Ça va sucrer les fruits. Oui. C'est un petit peu une salade de fruits à la violette. Oui. On va mettre les groseilles un petit peu partout. Voilà, un petit peu de croquant, toujours sur la violette. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est innovant, c'est surprenant, et puis c'est créatif, et ça gomme cette image de violette qui a longtemps pesé sur cette fleur, sur cette tradition, cette image désuète. Alors, il faut toujours garder, la violette, c'est un esprit ludique. Quand on la regarde comme ça, c'est très joli. Et il faut aussi essayer d'avoir le même ressenti quand on visualise un dessert. Et là, on amène des petites meringues, donc déclinées suivant les couleurs, mais toujours à base de violette, donc pour faire un dégradé. Oh, c'est trop mimi. Ça fait un petit peu... C'est joli, c'est doux. Ça fait un petit peu bijou. L'idée, c'est ça. C'est mignon. Ouais. Ils ont également rendez-vous avec Stéphane, le chef étoilé. Ça va? Et toi? Bonjour. Lui aussi a été converti à la violette. Bon. T'as cuisiné violette, t'as pensé violette? Ouais, j'ai pensé violette. T'as pensé à quoi? J'ai fait un truc. Ça, c'est une vodka à la violette. Et ça, on l'a fait sur un dessert. C'est pas de macération avec les fleurs de non, violette? Non. Naturel, hein, tout est naturel. Donc on travaille un petit peu le produit. Ça sent. Ça sent? Alors ça, c'est le sur premier. un carpaccio d'ananas. C'est un peu l'échantillon, ça, hein, parce qu'on est C'est toi en qui train. peins tout ça et tout? Ah ben oui, moi je travaille, la nuit. Non, c'est en discutant avec un copain, j'ai dit on va faire ça parce que tout le monde fait des alcools, tout ça. Je dis moi je suis à Toulouse, je vais faire un truc qui ressemble à la région. Et on a essayé, je fais 2 ou 3 trucs et c'était marrant, quoi. Voilà. Voilà. Le but, c'est de prendre au-dessous et d'essayer de mélanger tout ça dans la bouche. Voilà, top. Je suis sûr que ça va amener énormément de fraîcheur, ça. C'est vraiment sympa. Alors tu me diras s'il faut accentuer la violette ou pas. C'est bien parce qu'elle a pris la plus grosse cuillère. Ah ben, tu as raison. Avec ce dessert, la petite fleur est de nouveau mise à l'honneur. Avec ça va pas trop de sucre. Si Hélène est ravie, à l'aérodrome, pour Eric, le pilote, tout ne se passe pas comme prévu.
Maintenance password. Il y a 12. Non, il y en a 4. Regarde, il y a 4 lignes. Les voyants du tableau de bord ne s'allument pas. Et le vol d'essai est prévu à la fin de la semaine. Rentre un blanc. Tu as rentré un blanc? Un blanc, ouais, j'y suis. Il y a un truc électronique dans cet avion et c'est encore de trop. Les obstacles, ils sont nombreux et puis bah, c'est ça qui fait un petit peu le sel de tout ça, quoi. Ouais. C'est bon, gros, première assortie. Toute la mécanique est passée au peigne fin. On va tester les freins, la direction, et si tout va bien, donc on va aller s'écarter un petit peu pour tester le moteur. On va le plus loin possible pour être sûr que le jour du vol, bah, on aura testé le plus de choses possible avant de se mettre en l'air. Putain, il y a déjà des traces. Un chiffon. Alors, inspection prévol, on a fait, ceinture de sécurité. T'es attaché? Non, négatif. Ah, ok, d'accord. Briefing passager, c'est fait. Ok, allez. Ah, ok. Alors là, par rapport à la dernière fois, c'est que j'ai injecté au throttle. Alors, allez, va. Ouais, ouais. 200 mètres de grincement qu'il va falloir atténuer. Il faut qu'on revoie la course des freins. Voilà, au niveau de la course, elle est peut-être un peu trop loin. Voilà. Bon. Et il faut qu'on revoie des tensions sur la roulette de queue parce qu'on s'est bloqué à un moment. Des petits réglages, mais c'est normal à ce niveau-là, quoi. J-3 avant le vol. Eric a encore du travail. En attendant, ce soir, à quelques kilomètres de chez lui, Voilà, il est tout petit le camion, comme on te disait. Il rentre à la rigueur dans ce qu'il transporte. se déroule un spectacle étonnant. On doit reculer ou pas? Non, il va passer là. Le passage d'un convoi exceptionnel, les pièces de l'A380, le plus gros avion de ligne jamais construit. Alors c'est là. Jeremy, t'as vu la taille? Taille de ce bâtard, ça. Quoi, si là, on doit repasser un immeuble de 3 étages comme ça au milieu de la rue. Et là, c'est un cas assez simple, mais il y a des endroits où il faut démonter démonter des panneaux de signalisation, des poteaux, des feux. Chapeau. Au total, 6 éléments fabriqués en France et à l'étranger, acheminés de Bordeaux à Toulouse pour être assemblés. Plus de 200 km parcourus en 3 nuits. Je vois l'aile passer dans une rue qui avait déjà l'air large. Impressionnant, c'est l'épaisseur de l'aile. J'ai déjà volé dessus, ouais. Cet avion, une fois qu'on est assis dans le cockpit et qu'on le pilote, on oublie les 600 tonnes qu'il y a derrière, tellement c'est facile, quoi. Complètement dingue, hein. Au même moment, place du Capitole, Claire la policière est en patrouille. Alertés par leur radio, Claire et ses coéquipiers se lancent à la poursuite d'un véhicule roulant à vive allure. À bord, 3 jeunes tentent d'échapper à un contrôle. Très vite, c'est l'accident. La voiture heurte un trottoir. Après une course-poursuite en ville, la voiture des suspects heurte un trottoir. Les 3 jeunes sont alcoolisés. Un passager tente même de se cacher dans le coffre. Oh, qu'est-ce que tu brûles? Sors de là! Sors de là, qu'est-ce qu'il a, ton pote? Rapidement, la situation dégénère. Calme-toi, calme-toi! Calme-toi! Calme-toi, il a cassé les coffres. Putain de... Calme-toi, calme-toi. Arrêtez! Oh!
On me arrête, Arrête, lâche-moi, lâche-moi. Ça y est. Je sais pas si je me suis pas cassé les doigts, quoi. Les 3 jeunes finiront leur nuit en garde à vue. Il est 21h. Claire termine son service. Elle a encore 1 heure de route avant d'arriver chez elle. Après ce genre d'interpellation, Claire apprécie d'habiter loin des tumultes de la ville. Un des avantages d'habiter à la campagne, c'est aussi d'éviter de croiser des personnes à qui on est, entre guillemets, confronté au travail. Et c'est qu'on va pas les croiser en allant faire les courses ou autre, quoi. Donc ça fait vraiment la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle. Le lendemain, sur la place du Capitole, le calme est revenu. C'est ici que Stéphane, le chef étoilé, recherche l'inspiration pour son nouveau dessert. Ce qui est beau dans Toulouse, c'est ce qu'on appelle la ville rose, donc c'est la brique. Et cette brique, elle est majestueuse parce qu'elle amène de la lumière. Et suivant le soleil, on va voir la brique peut-être orangée, un peu rose, un peu rouge. Donc à partir de là, j'ai sorti un dessert que j'appelle la brique toulousaine. Stéphane doit réaliser ce matin les derniers essais de sa brique. Il a prévu de la servir pour la première fois aujourd'hui. En cuisine, Mathieu, le chef pâtissier, est déjà à l'ouvrage. Là, j'ai fait la mousse aux agrumes. On va y aller. Hein. Hélène Vier, qui est on va dire, l'ambassadrice de la violette toulousaine, souvent me disait « tu ne travailles pas la violette ». C'est vrai que j'avais du mal à travailler la violette. On a fait un premier test, un deuxième, un troisième, un quatrième, et au bout d'un moment, on est arrivé à ce qu'on voulait faire. Et avec la violette, je trouvais que l'acidité, l'aromatique des agrumes était intéressante. Et après, de nature, j'aime bien travailler les agrumes aussi. Donc, c'était pour ça, quoi. Parce qu'il faut que, la violette toulousaine, elle soit là, mais que mon identité en cuisine ne soit pas perdue. Et là, il faut le mettre un peu au froid, que ça prenne. Ensuite, on va la finir, la décorer, la découper, ainsi de suite, pour que ça ressemble réellement à une brique. Bon, allez, on goûte, Léa. On est roséné. Tu vois, en sucre, on est bon. Ouais. Il n'y en a pas trop. Non, c'est équilibré. Au début, tu as l'agrume, ça n'entête pas et ça gêne pas. Et après, tu as la violette qui arrive, léger. Et tu vois, c'est léger parce que ça paraît gros, mais tu peux le manger entier. On aimerait que ça devienne un dessert signature ou emblématique du restaurant. On a envie de laisser peut-être une trace. Et c'est pas nous qui décidons. Le patron dans le restaurant, c'est pas nous, c'est le client. En salle, les premiers clients arrivent, et parmi eux, Eric et Jérôme. Leur avion est presque prêt à voler, alors en attendant le décollage... Bravo pour tout ce que tu as apporté. Et mesdames, merci de nous laisser pratiquer notre activité. Ils ont décidé de remercier leurs épouses pour leur patience. C'est vrai que tout le temps qu'on passe dans les hangars, sur les terrains, on ne le passe pas à la maison. Et on entend souvent qu'on n'est jamais là quand il faut. Et bon, on a bien conscience qu'il faut... on n'a qu'une vie, il faut la partager entre les passions qu'on peut avoir. On y va, Paul, on accélère là. Les premières briques doivent partir en salle. Des mourants exotiques, on n'en a pas reçu. Après 2 mois de préparation, le chef mise beaucoup sur ce dessert. Mais ça paraît assez massif comme ça. Et en réalité, c'est très léger en bouche. C'est bien reproduit, on voit que le chef s'amuse en tout cas à chercher des créations originales et pour le coup ça réussit. Puis l'utilisation de la violette, c'est vrai que c'est très toulousain et d'un autre côté on la retrouve rarement en cuisine. On mange jamais de violette en fait. C'est léger, tu vois, fondant.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour Stéphane. Monsieur le pilote. Un grand merci. Ça a été? Oui. Mesdames? C'est de l'art à l'état pur. Bon, ça va? Tout s'est bien passé, asseyez-vous. La violette, alors, c'est passé comment? Cette brique? Ah oui, c'est extra là, ouais. Ah oui, non, c'est génial. Ouais. Est-ce que la fleur se mange? Oui. Ah, j'ai loupé de manger la fleur. Oui, Non, il faut la manger, mais en fait, c'est Ah ouais. tout ce qu'on sert, tout se mange, et la fleur, elle est comestible. Ah ouais. Et c'est dommage que vous ne l'ayez pas mangé, parce qu'il y a vraiment un petit goût pour avoir une perception de la violette qui soit totalement différente. Mais tout ce qu'on met sur l'assiette, tout se mange, quoi, parce qu'autrement, ce serait triste. Faire brûler un cierge... Les clients semblent apprécier la nouvelle brique toulousaine. Lourde en avion, ça ira plus vite. Nous, on monte avec eux. Ce soir, alors que la ville dort profondément, François Marc, le médecin, enchaîne les interventions. Il vient d'être appelé dans un hôtel. C'est au 5e. Hein. Ça va avoir besoin d'un accès. Merci. Et certaines nuits sont plus étonnantes que d'autres. Bonsoir madame, je suis le docteur Yonier d'SOS Médecins. Bon alors, vraisemblablement, c'est une allergie. Vous êtes quoi? Vous êtes allergique connu ou pas? Cette femme de passage à Toulouse est très inquiète. Sa lèvre a triplé de volume en quelques heures. Vraiment des douleurs même rénales. Ah ouais, ça faut faire attention. Et vous avez pris quelque chose? Sous antibiotiques depuis 2 jours, le médecin suspecte une allergie à un médicament. C'est quand ces médicaments? Ah oui, donc il y a peut-être un des deux auquel vous êtes allergique, hein. Ça c'est sûr. Allez, vous allez ouvrir la bouche, me tirer la langue, faire ah. Allez-y, un petit peu plus fort. Un petit relais, voilà, je vais vous demander de faire ah en même temps. Ah. Ok. Vous êtes de Cayenne? Je suis de Cayenne, ouais, je suis arrivée ce matin. Alors écoutez, moi j'y étais il n'y a pas longtemps, vous voyez, j'étais médecin de réserve. Et, oui, j'ai passé 2 mois. Sacrée maladie là-bas. J'ai passé 1 mois à Marie-Passoula et 1 mois au service médical à Cayenne. Vous avez dû travailler jour et nuit. Et puis j'ai bien galopé dans la forêt aussi, j'ai perdu 6 kilos, donc comme régime, il n'y a rien de mieux. Rien de grave, le médecin détend l'atmosphère et rassure la patiente. C'est un peu amer, je vous préviens, c'est pas délicieux, c'est pas le meilleur cocktail de la journée. Et vous, ça vous a pas choqué? Non, vous inquiétez pas, j'ai vu des trucs pires que ça en Guyane, je suis rassuré. Bon séjour à Toulouse. Au revoir. Et puis n'hésitez pas à rappeler s'il y a un souci. Merci d'être venu. Bonsoir. On repart, on a 9 visites en attente, donc pas mal de boulot ce soir, donc ça va être une soirée sportive. Chaque nuit, le médecin visite en moyenne une quinzaine de patients. Et à 4 heures du matin, c'est dur. alors qu'il entame sa 7e heure de garde, nouvelle situation particulière. Le patient qui vient de l'appeler ne répond plus. C'est le médecin, j'ai sonné là chez vous, je suis en bas. Il faut m'ouvrir la porte, monsieur, je peux pas rentrer sinon. Avec la fatigue, la patience a ses limites. Il va se réveiller, je pense. Quel métier de con alors. Je vais le rappeler, puis après je me casse. Bonsoir, SOS Médecin. Boîte vocale. Allez, dernière fois. Oui, allô? Allô? Monsieur, il faut m'ouvrir la porte si vous voulez que je vienne chez vous. Merci, monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Allongez-vous là, dans ce sens-là, tranquillement. Alors, il fait mal où le ventre? Partout? Ok, vous avez mal par là, ici? Non, c'est ça. Ok, ici, est-ce que ça fait mal? Non. Est-ce que ça fait mal là? Oui. Ici? D'accord. Probablement une simple gastro. Je vais vous prescrire un petit traitement pour demain, mais ça devrait aller mieux déjà dans la journée. Ça fait 24,75 €, s'il vous plaît. Bon courage, monsieur. Bonne nuit, madame. Et parfois, François Marc doit faire face à des situations périlleuses. On est relativement exposé puisqu'on est tout seul à intervenir. Ce sont des anecdotes dans notre boulot, heureusement. J'ai 2 patients qui ont des problèmes psychiatriques, dont un des 2 s'est révélé relativement agressif. J'ai été agressé avec un marteau par ce patient. Depuis cet événement, une fois par semaine, François Marc pratique la boxe. Il y a parfois des
parfois des rencontres qui ne sont pas faciles. Et puis il y a toujours la charge émotionnelle des interventions un peu difficiles, qui fait qu'on a quand même besoin de se vider un peu l'esprit. Time! Et là on démarre. C'est pas time, je pousse le sac. Time! Allez, allez, papa, allez, 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 allez. Tandis que François-Marc se défoule, à l'autre bout de la ville, pour Hélène, c'est le grand jour. Dans 2 heures, elle a rendez-vous avec un client japonais. Elle espère enfin réaliser son rêve, exporter la Violette en Asie et signer un très beau contrat. Il ne faut pas être en retard, parce qu'alors, le japonais n'est jamais en retard. Il a toujours 1 minute d'avance. Si vous arrivez déjà à l'heure, c'est pas très bien vu au Japon. Ça, j'aime. Mais bon, il fait froid aujourd'hui. Cela fait 30 ans qu'Hélène porte du violet chaque jour. Alors j'aime ça parce que c'est, vous voyez, c'est la couleur la plus proche de la violette de Toulouse. Elle est de cette couleur. C'est vrai que j'aime bien aussi mettre ça. Mes filles, elles me disent oh, aujourd'hui c'est too much. Hein. Non, moi je suis bien. Comme ça. Je suis prête. Ça va? Ouais, super. Impeccable. Bon, on a à peu près 30 minutes hein, pour préparer l'été, les infusions. Ok. C'est la sélection donc de l'importateur japonais. C'est vraiment les créations qu'il souhaiterait référencer. Donc il y a tout. Grâce au renouveau de la Violette, Hélène rencontre de nombreuses personnalités. Mais celle qui l'a le plus impressionnée, c'est la reine d'Angleterre. Ouais. J'ai eu la chance de participer à son accueil officiel, place du Capitole. Elle s'est adressée à moi dans un parfait français. Elle savait donc que Toulouse était cité des violettes. Elle connaissait l'histoire de la violette de Toulouse. Et vraiment, elle a voulu honorer la ville en s'habillant avec voilà, un manteau et un joli chapeau violet. Elle était plus violette que moi. Franchement, elle était magnifique. Hein, magnifique. J'aurai toujours cette image. Elle était splendide. Pas un jour, je ne pense à elle. Alors, je vais montrer cette photo à mon client japonais pour que vraiment il comprenne la force de ce patrimoine. Hello! Bonjour, welcome on board. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc faites votre sélection. Voilà. Et donc, le dessin, c'est à partir d'une carte postale ancienne que j'ai. Et j'ai créé toute la gamme, voilà. Réglisse. Le client examine chaque produit. D'accord. Sur la table, les marchandises s'accumulent. Je l'ai emballé, je vais vous le chercher. Je vais venir avec la péniche au Japon. Je pensais qu'une dizaine de produits auraient été sélectionnés dans la gamme T. Et puis, je m'aperçois que tout le concept les intéresse. Donc, c'est formidable. Il y aura une maison de la Violette au Japon. C'est très bien. Au total, le client choisit une 50aine de produits. Donc ça veut dire que la clientèle japonaise aime les produits français. Oui. Écoutez, c'est la bonne nouvelle. Ah oui, le rêve continue. Hélène vient en plus de signer un beau contrat. Bon, ils veulent tout alors. 8% de son chiffre d'affaires annuel en une journée. Votre avion va sentir la violette, hein? Ils vont parfumer l'avion. Merci à vous. Merci. Au revoir, monsieur. Le lendemain, dimanche,
L'aventure continue pour Hélène. Oui, très bien. Voilà. La future coqueluche des Japonais prend la pose sur sa péniche. Voilà. Et maintenant, tournez un petit peu plus à gauche. Voilà. Et mettez peut-être les mains différemment. Oui. Il faudra amener la péniche au Japon, hein. La péniche au Japon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la Violette, hein? Elle apparaîtra bientôt dans le catalogue d'une grande enseigne asiatique. À l'aérodrome de Muret, après plus d'1 an et demi de préparation, Eric et ses amis s'apprêtent à vivre aussi un grand moment. Le premier vol de l'avion qu'ils ont eux-mêmes construit. Une prouesse technique. C'est toujours un événement, un premier vol, parce que quand l'avion n'a pas volé, c'est pas un avion. C'est un tas de tôle savamment organisé. Et après, le premier vol va lui donner ses lettres de noblesse d'avion. Au total, plus de 1000 heures de travail pour les 5 membres de l'équipe. C'est l'accomplissement d'un grand rêve. D'un grand rêve. Voir notre petit coucou prendre l'air. La femme d'Eric est présente aussi pour l'événement. Je suis probablement plus inquiète que lui. Un petit peu, pas beaucoup. Juste un peu d'émotion en disant bon, j'espère que tout se passera bien. Allez, à tout à l'heure. Pour les malfaits, j'en ai pour le décollage. C'est le premier vol de l'appareil. Je vais faire quelques évolutions dans le sud du Muret, entre 2000 et 4000 QNH. Pendant 15 minutes, Eric savoure son plaisir tout en étant concentré sur ses essais. Pression d'huile, 72. Ça, c'est bien. Impec. Bravo. Ah, bravo à vous, les gars. Hein, c'est grâce à vous que ça vole. Hein. Ah, magnifique. Ouais, magnifique. Une merveille. J'ai failli pas revenir. Hein. Ouais, j'ai passé tout le programme là. Nickel. Oh la main. C'est le plaisir de vivre cet aboutissement là. D'être enfin en l'air, on a tellement désiré, tellement voulu, tellement attendu que là c'est la délivrance et. Félicitations pour votre boulot. Rien à dire. J'ai cherché, hein, mais pas trouvé de retouche. Voilà. Demain, on en recommence un. Ah oui, avec grand plaisir. Les outillages sont prêts maintenant. Là, ça y est, on est prêt, on est chaud là. Dès demain, Eric continuera de survoler Toulouse pour admirer du ciel la ville rose.